Allez, c'est parti. Bonsoir à vous pour cette émission spéciale. Merci d'être avec nous ce soir. Bon, il n'est pas trop tard, il est à peine 7 heures. On commence une émission spéciale sur un métier de trading qui n'est pas très connu, pas très couru, mais qui est très recherché et qui véritablement va créer des vocations ou des émules. Ça, c'est certain quand vous aurez vu cette émission. Pour parler effectivement de ce métier un peu atypique dans notre milieu de la finance et du trading, je vais vous présenter Fethi. Bonsoir Fethi, qui doit être à l'image. Bonsoir à vous. Bonsoir Alors, tout le monde. te voilà, exactement. Bonsoir Fethi, dans un beau fauteuil de direction. Comment ça va Fethi? Ça va très bien. Et toi? Bon, parfaitement bien. On a passé une excellente séance. On a très bien fonctionné. Et pour ne rien cacher à tous ceux qui nous regardent ce soir, en fait, on était en train d'expliquer quels étaient les rouages pour pouvoir dégager les retails des marchés crypto, puisque j'expliquais à Fethi que depuis que je coupe les cryptos sur l'algo, on fait des scores remarquables, 1863 €, 65 opérations aujourd'hui, c'est absolument remarquable. Fethi, tu es le bienvenu, en tout cas dans la Genius TV. On est en train de développer une série sur les métiers qui tournent autour du trading. Alors toi, tu n'as pas un métier, enfin d'après ce que j'ai compris, tu n'as pas un métier, tu en as plusieurs, tu es un peu le couteau suisse du trading, tu touches un peu à tout. En tout cas, tu vas nous expliquer tout ça. C'est à toi, Fethi. D'accord, déjà, merci de m'accueillir pour pouvoir partager ce qui est aujourd'hui ma fonction et ce qui est mon métier. C'est un métier qui est assez connu des personnes qui travaillent dans le trading, mais au niveau institutionnel, c'est-à-dire soit avec des banques d'investissement, des fonds d'investissement, ou tout simplement des acteurs qui font face au marché, mais pour de grands groupes ou de grandes sociétés, qui est le business analyst. Et en fait, pour résumer qu'est-ce que le business analyst, on pourrait dire que c'est une personne qui est à la croisée entre les développeurs informatiques et les métiers front office. Vous avez plusieurs business analysts selon le compartiment dans lequel vous allez travailler. Mais on va dire, là, pour mon cas, c'est le front office, qui sont les sales, le risque et le trading. Okay. Alors, business développeur, c'est ça. Précisément, c'est ce nom-là, en fait. Si on devait avoir une étiquette sur ton métier, c'est ce nom-là, en fait, que tu retiens, c'est ça? C'est business analyst, absolument. Voilà. Business analyst. Alors, c'est un titre qui, au départ, peut choquer, parce que business analyst, dans le mot business analyst, il y a d'abord le business. Le business, c'est quoi? C'est le trading en tant que tel ou c'est autre chose, Fethi? Alors, c'est le trading, mais pas que. Alors, je vais être très pragmatique et je vais donner des exemples, comme ça on va plus se mettre directement dans le sujet. Lorsque vous avez un trader qui face au marché et qui a besoin de booker un ordre, par exemple, et que lui, lorsqu'il souhaite booker cet ordre, il passe avec Fethi, booker, programmé. Booker, c'est programmé, voilà. Okay. Donc, voilà, il souhaite passer un ordre, il passe avec des outils très spécifiques. Là, moi, je travaille dans le trading d'énergie. On a des outils qui vont venir permettre de passer des ordres en automatique sur des places comme ICE ou EIX, des places, voilà, que vous connaissez. Parfois, il y a nous, quand on va remonter l'ordre dans nos systèmes, il faut que derrière, il puisse voir à la fin de la journée ou à l'heure qui suit, lui, son PNL. Okay, ça veut dire quel ordre il a passé, à quel prix ça a évolué. Profit and loss. Il parle très très vite, Fethi. Fethi, les gens qui te regardent ce soir savent ce que c'est qu'un PNL, il n'y a aucun problème. Mais il faut absolument aussi considérer qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ton métier et encore peu le trading. Et il faut être très, enfin si tu me le permets, avec beaucoup de respect vis-à-vis de toi, très didactique. Encore une fois, j'insiste un peu. Le métier de business analyst. Dans business analyst, il y a business. On va arriver tout de suite à analyse parce qu'analyse, c'est le terme le plus, j'allais dire, facile à détecter. Mais le business, ça correspond bien à l'assistance que tu peux apporter aux sales qui passent des ordres sur les marchés. Toi, ta spécialité, tu l'as dit, ce sont les commodities énergie. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Exactement. Et donc, business, on est bien dans l'aspect où tu vas aider à la concrétisation
du passage d'ordre. C'est une assistance que tu apportes, mais dans le but, effectivement, non pas d'apprendre simplement à passer un ordre, mais peut-être à apporter des choses supplémentaires. La vélocité, donc la rapidité d'exécution, des choses comme ça. Alors, pour reprendre les termes qui ont été évoqués, comme les sales, ok. Alors, nous, ce que je distingue comme sales, pour être très didactique, là encore une fois, ça va être les commerciaux qui travaillent, donc, par exemple dans ma société, qui vont aller vendre des contrats d'énergie. Ça, c'est une partie du business. Après, on a le département risque, qui lui va essayer d'évaluer la position du groupe ou de la société pour laquelle on travaille. Voilà, l'encours. Et on va voir comment on est exposé sur les marchés. Comment on est exposé sur les marchés? Tout simplement par rapport aux positions que vont prendre les traders. Les traders, l'opérateur de marché, qui va venir passer des ordres, soit d'achat ou de vente, sur les marchés. Voilà, c'est beaucoup plus clair, Fethi, beaucoup plus clair. Voilà. Alors, quand on parle de business, c'est ces trois compartiments et ces trois métiers. Sales, commerciaux, le risque et le trading. Et ces trois métiers travaillent en concert pour aller chercher de la performance. Mais derrière, il y a les mécaniciens, on va dire, qui vont permettre soit d'optimiser le travail qui est réalisé par ces trois métiers, d'aller surperformer. Je vais donner un exemple très concret. Quand un trader, c'est un trader classique, et du jour au lendemain, il vous dit « j'ai envie de faire du trading algorithmique », il faut que vous sachiez de quoi il parle, quel est l'objectif qu'il va aller rechercher et comment mettre ça en place. Donc, le business analyst va être à la frontière entre un chef de projet et le développeur, parce que le développeur, lui, lorsqu'on lui parle informatique, il va comprendre parfaitement, mais lorsqu'on va utiliser des termes financiers spécifiques aux traders ou spécifiques aux sales, il est à l'ouest. Voilà, ça va être beaucoup plus compliqué. Un exemple très concret, lorsque je vais aller voir un développeur informatique pour lui demander de mettre en place un average sur du TTF Cal plus 4, je ne comprends pas ce que c'est. Alors que ce que je vais lui dire concrètement, c'est de faire une moyenne des prix du 4e trimestre du gaz italien. Vous savez, Fethi, voilà. Je te coupe, vous savez, le discours de Fethi est fondamental. D'abord parce qu'il représente non seulement un des métiers d'avenir, ce que vous dit Fethi, c'est exactement ce que nous faisons avec Genius. Je vous ferai remarquer, puisque je passe mon temps avec les développeurs, quand ils parlent d'average, nous on en a aussi, on a les nôtres, Fethi, ce qui montre qu'on est dans la justesse en fait du métier, puisque tout ce qui est average se développe bien évidemment en fonction des besoins, se pondère aussi, donc il y a énormément d'éléments qui permettent effectivement de trouver des résultats et d'optimiser cette fois-ci, des sales. En fait, ton rôle à toi, si on comprend bien, c'est de faire l'interface, effectivement, entre les développeurs et le besoin des sales sur le front. Exactement. Mais je pense que le sales, c'est un terme générique que vous utilisez, mais c'est plus large au sens trader, risque et commerciaux. Exactement. Et au-delà de ça, on va essayer aussi de répondre parfois à des besoins, parce qu'il y a différentes problématiques, il y a différents sujets qui peuvent soit aller de la performance du trader à passer à un ordre, on va dire rapidement, à des nécessités et des obligations réglementaires qui nécessitent une évolution des systèmes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas censé savoir que pour certains traders qui sont en banque d'investissement ou qui travaillent pour un industriel, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Pourquoi ce n'est pas du tout les mêmes objectifs? Parce que la réglementation vous contraint à certains plafonds à ne pas dépasser. En gros, pour faire très simple, on a un trader qui travaille pour une grande banque sur la place, il peut aller prendre certaines positions de spéculation qu'un trader qui va travailler pour un industriel ne pourra absolument pas. C'est ce qu'on appelle les circuits breakers en définitive. Dans le principe, il ne faut pas qu'il dépasse une certaine zone d'encours et on va paramétrer ce qu'il faut de façon à pouvoir le limiter, qu'il ne soit pas en pétant tout le jeu de domino et en mettant en risque majeur en fait l'institutionnel pour lequel il travaille. Le principe de l'exemple, il est là. On est capable de donner bien sûr ce qui fait augmenter la performance, mais aussi donner de la contrainte aux sales pour les libérer justement de tout ce qui est propre à la réglementation, aux obligations des régulateurs et ainsi de suite. Donc c'est pour faciliter vraiment tout ce métier. Exactement. Et donc, lorsque vous avez
des contraintes réglementaires, lorsque vous faites une recherche de performance, lorsque vous souhaitez aussi optimiser, vous, le travail que vous faites au quotidien, vous devez faire une évolution de vos systèmes. Lorsque vous faites une évolution de vos systèmes, vous rentrez dans ce qu'on appelle l'IT, donc l'informatique, la technologie de l'information. Et là, ça a évolué depuis plus de 20 ans maintenant. C'est que vous avez, on va dire, plusieurs pans au sein de l'IT. C'est que soit vous avez le mécanisme de l'informatique qu'il faut faire évoluer, c'est-à-dire les technologies. J'ai déjà entendu dans vos émissions, vous avez parlé et vous avez évoqué le langage notamment Python. C'est-à-dire qu'une personne qui est intervenue sur les marchés et qui a travaillé auprès des traders avec une certaine technologie il y a 5 ans, c'est plus du tout la même chose aujourd'hui. C'est obsolète. Exactement. Il faut ramener au up-to-date. Voilà. Donc on a d'abord ça, mais après on a aussi d'autres problématiques et il y a aussi d'autres, on va dire, challenges à essayer d'aller rechercher, c'est au niveau de la donnée, la fameuse data. Ça aussi, il va falloir essayer de l'interpréter, la rechercher, parce que depuis ces dernières années, il faut comprendre qu'on a changé de paradigme. Alors ça veut dire quoi pour les personnes qui se posent la question? Le trader n'a pas toujours été un ingénieur bardé de diplômes sur la place. Avant, on avait des analystes, on avait des personnes qui flairaient le marché. Aujourd'hui, c'est plus tendré. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des personnes qui ont le plus souvent un background quantitatif, qui ont suivi des études en mathématiques, qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs. Ingénierie financière, oui. Ingénierie financière, exactement. Parce que ce qu'on leur demande aussi, c'est de savoir eux aussi exprimer leurs besoins. Donc, si on leur demande de savoir exprimer leurs besoins, c'est de connaître la technologie. Ce sont aussi parfois des développeurs, on leur demande d'ailleurs dans les salles de pouvoir développer aussi leurs propres algos de façon à pouvoir accélérer les processus. Il y a parfois, parfois les opérateurs disposent quand même de savoir-faire, de développement informatique. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour donner un cas très concret, pour reprendre parce que l'objet aujourd'hui, si on veut parler de métiers d'avenir, vous avez plusieurs choses. Il faut savoir déjà maîtriser l'informatique, comprendre ce qu'est l'informatique, comprendre ce qu'est un langage informatique, ce qui est en vogue. Alors, ce qui est en vogue, c'est très simple à comprendre, c'est quel est le langage aujourd'hui qui permet d'optimiser et d'être le plus rapide et efficient sur les marchés. Et c'est quoi ce langage? Qu'est-ce que c'est que ce langage alors, Fethi? C'est le Python, le Java, le C#, c'est quoi? Suivant l'objectif recherché, il y en a différents. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande et ce qui est très recherché, parce que c'est un langage qui est assez simple au niveau de l'acquisition et de la connaissance, ça va être Python. Python, aujourd'hui, c'est quelque chose où, si moi je peux donner un conseil à des personnes qui veulent intervenir auprès d'acteurs institutionnels, là, on va vous poser des questions évidentes en entretien sur Python. En plus de connaître la théorie financière et de connaître les produits financiers qui sont utilisés, où là maintenant c'est un présupposé, ça veut dire que vous ne pouvez plus vous distinguer sur comment vous allez mettre en place une stratégie de hedge en utilisant soit des options, soit des futurs. Voilà, ça c'est un présupposé, il faut que vous connaissiez les produits financiers. Maintenant, comment vous allez vous distinguer très concrètement, c'est votre background technique. Le hedge, Fethi, simplement, c'est ce qu'on appelle la couverture. Dans le principe, c'est pouvoir minimiser le risque au maximum en prenant des produits de couverture sur des positions initiales. Tout ça sont des choses qu'on apprend, Fethi. Pour toi, c'est très naturel. Tu as une aisance particulière vis-à-vis de ton discours. C'est vrai que la plupart du temps, les gens ne maîtrisent pas forcément ce sujet. C'est pareil. On ne fait pas du hedge aujourd'hui comme on faisait du hedge il y a ne serait-ce que 5 ans. Ça a énormément évolué. Exactement. En tout cas, je vous remercie de reprendre et d'essayer de simplifier. J'essaie de faire mieux, mais c'est vrai que comme on travaille au quotidien, parfois c'est un peu compliqué de au contraire. Certains termes. Au contraire, on sent que tu maîtrises complètement le sujet. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Fethi, effectivement, qui est en train de nous parler de la facilité qu'obtiennent aujourd'hui les opérateurs de marché grâce à l'outil informatique. Et avant même de parler des caractéristiques de son métier, il nous explique ce qu'il fait, tout simplement. Et il nous a dit qu'il était business analyst. On t'écoute, Fethi, sur cet aspect, effectivement, d'aide informatique et surtout de talent pour ces opérateurs de marché à qui on demande d'avoir des qualités complètement différentes.
Exactement. Mais quand tout à l'heure je parlais de changement de paradigme, il faut comprendre qu'il y a 20 ans, un opérateur de marché, on va prendre le trader, lorsqu'il avait une information avant tout le monde, ça lui permettait d'avoir un coup d'avance. Ok. Soit il avait des insiders, soit il avait un flair de marché, soit il avait une information de par ses réseaux avant tout le monde. Voilà. D'une certaine manière, ce qui lui permettait d'avoir un coup d'avance. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Et ce qui vous permet d'avoir un coup d'avance, c'est de trier cette information et d'avoir la bonne info, d'avoir la bonne data. Donc, ces dernières années, on a eu des nouveaux métiers qui ont apparu, notamment ce qu'on appelle des providers. C'est tout simplement des personnes qui vont vous fournir de l'information, de fournir le bon prix, au bon moment, à la bonne échéance. Et tout ça, ça va vous permettre d'évaluer votre situation vis-à-vis du marché. C'est-à-dire que lorsque j'ai acheté ou vendu un certain produit, une certaine quantité de quelque chose, que ce soit de l'énergie ou que ce soit des equity ou du forex ou autre, comment je me positionne et comment par je rapport suis au prix. exposé par rapport au marché. Absolument. Et je vous ferai remarquer quand même, ceux qui nous regardent, que c'est parfaitement Janus, le principe du provider, pour faire du forecast, par exemple, ou même être dans le principe d'avoir ce qu'on appelle les levels. Nous, chez nous, Fétis, ça s'appelle les levels, en fait. Les levels, c'est le meilleur prix pour pouvoir rentrer short, le meilleur prix pour pouvoir rentrer long, le side, bien sûr, le sens de marché, on s'appuie sur un ensemble d'éléments. Et c'est là où c'est vrai que ton métier est hyper important aussi, parce que impossible de faire du forecast, surtout en provider, si tu n'as pas d'informatique. C'est absolument impossible. Exactement. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, l'informatique est devenue tellement importante et c'est devenu une nécessité, tant pour les opérateurs que pour les personnes qui sont, on va dire, derrière les marchés. C'est parce que tout simplement, si vous avez un système performant, ça va vous permettre tout simplement de performer, d'optimiser vos opérations et aller être beaucoup plus concurrentiel par rapport aux autres opérateurs. C'est quoi, Fétis, un système performant? C'est quoi, la capacité informatique ou alors l'algorithme que tu as développé? Sans aller très loin, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes, lorsque je parle avec eux, elles ont l'impression que les institutionnels, ils ont excusez-moi du terme, mais des machines de guerre qui leur permet d'être ultra performants. C'est pas si vrai que ça. C'était le cas il y a quelques années. C'était le cas il y a quelques années. Quand on parlait effectivement d'algo il y a quelques années, il fallait des grosses machines. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Exactement. Mais revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait dit que ce qui était vrai il y a 5 ans dans la technologie ne l'est plus aujourd'hui. Plus vous êtes gros, plus la mutation prend du temps. Donc, on peut avoir une personne qui peut très simplement s'adapter au marché et développer un algorithme très efficace, alors qu'il est seul, par rapport à une énorme banque qui a beaucoup d'équipes, qui, elle, va prendre le temps d'évaluer si c'est un besoin qu'elle a et si la solution qu'on lui propose va lui correspondre. Adéquate. Mais entre la décision qui va être prise de mettre en place ce système, il y en a encore un nouveau qui est sorti et on recommence. Et c'est pour ça que vous avez mon métier aujourd'hui de business analyst qui va essayer de fluidifier les équipes pour aller avoir l'information rapidement et à un moment donné agir. Parce que, Fétis, c'est d'autant plus important ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, ça va tellement vite qu'en définitive, tu es has-been très vite. Ça veut dire que tu peux être très performant en étant alone chez toi, à la maison, en sachant développer un peu en Python ou en utilisant des outils comme Janus parce que tu as l'algo qui est derrière, alors qu'une grande banque va être beaucoup plus lourde et parfois même réticente à investir un certain budget et ne va effectivement, quelque part, elle va louper le coche, à moins qu'elle soit market maker. Mais sinon, elle risque de louper le coche. C'est un peu ça l'idée. Il faut avoir le bon tempo, Fétis. C'est ce que tu nous dis. C'est exactement ça. Après, il faut comprendre une chose. Une banque ou un institutionnel, ou les divers institutionnels qu'on a, bien sûr, ils ont une chose qu'un particulier ou un petit hedge fund ne pourra pas avoir, c'est la trésorerie. Et cette trésorerie, ça coûte de l'argent. Là, énormément. Et cette trésorerie va lui permettre d'être en relation avec des acteurs de la finance de marché au niveau technologique, qui sont les éditeurs de logiciels.
Moi, je suis super content, Féti, je te coupe un peu parce que ça permet d'aérer aussi un peu le débat, parce que là, on en renvoie du jet. Il y a des jets qui partent là, bah oui. Mais moi, je suis super content que tu sois là. C'est très sincère ce que je vais dire. Parce que ce que tu expliques, c'est exactement ce qu'on fait tout le temps dans Genius. Et le fait, effectivement, de bien expliquer, parce que toi, tu es de métier, hein, ce que tu dis, on le comprend. Ou si vous ne le comprenez pas, vous avez un chat, n'hésitez pas à poser la question. Il répondra à vos questions si vous en avez, Féti, bien évidemment, juste à la fin de l'émission. Mais tout ce qu'il vous dit, c'est tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire aller vite, être dans le tempo, avoir les levels, avoir l'algo qui passe aussi les ordres, parce que c'est vraiment une alchimie, Féti, ce que tu nous expliques. Tu peux avoir une bonne méthode, mais pas un bon matériel, pas un bon algo, et te planter tous les jours. Tu peux avoir une bonne méthode, tu peux avoir le bon algo, tu peux avoir le bon matériel, mais ne pas avoir la trésor, tu te plantes. En fait, tout ça, c'est une recette de cuisine que tu ne dois pas louper. Donc, si jamais tu te plantes, ne serait-ce que dans les réglages, t'es mort. C'est exactement ça. Voilà, ça résume tout ce que je viens de dire. C'est une gymnastique qu'il faut avoir. Et moi, ce que j'aimerais faire comprendre aussi aux personnes qui suivent cette émission, c'est que vous puissiez savoir quel est le regard que nous, on a quand on est dans l'industrie. C'est-à-dire que moi, avant d'intervenir, que ce soit en banque d'investissement ou là, en travaillant pour un industriel, j'avais énormément d'a priori, j'avais certains stéréotypes. Bon, pour être très concret, le trading, je le voyais comme Jordan Gekko, le loup de Wall Street à la télévision. C'était comme ça que je le voyais. Tu as dû déchanter, à mon avis. Tu as dû déchanter, à mon avis. Ouais, j'ai vraiment déchanté. Mais tu sais, Péti, que ça existait quand même, ça. Hein. Ça existe. C'est pas que de la fiction. Moi, j'ai vécu des moments. J'ai travaillé à côté rue de la Bourse. On avait en face l'AFP. D'ailleurs, au moment, pour la petite histoire, au moment des attentats aux États-Unis, du Wall Street Center, tout le monde était sur les balcons et on voyait le truc. J'ai connu la période des années 97, 98, 99, 2000. Et les mecs roulaient en Ferrari, ils venaient juste de faire une IPO, ils sortaient de l'école, le banquier les mettait simplement sur un business, ils n'y connaissaient rien, tu avais un flipper, une nana qui tenait le téléphone et ça roulait en Ferrari. C'est exactement ça, Féti, ça a existé. Hein. Mais c'est très bien que tu sais le confirmer, parce que ce qui est important de savoir, c'est que on grandit avec ces images médiatiques ou qui sont parfois sorties des films, parce qu'on relate aussi des faits qui ont existé. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le trading en tant que tel, lorsque vous voulez intervenir chez un institutionnel, il est préférable d'avoir un très bon background au niveau technique et de venir avec un diplôme dans le domaine quantitatif que de dire je flaire le marché ou je suis un très bon économiste. C'est mort, ça c'est mort. Ça c'est laisse tomber, voilà. C'est mort. Et d'ailleurs, ça passera jamais auprès d'un stit. Hein. J'ai du flair, t'inquiète, ça passe. Non. Il faut calculer très vite. Alors, Féti, nous, on a réglé le problème parce qu'on est conscient de ça depuis très longtemps. On a réglé le problème avec Genius. Alors, j'ai envie de te dire, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ton métier, c'est le quart d'heure des questions qui véritablement nous intéressent. Qu'est-ce qui marche en trading réellement? Quels sont les mecs qui gagnent que tu crois? C'est quoi le profil de ces gens-là? Le profil des personnes, moi, que je remarque, en fait, qui aujourd'hui, on va dire, sont en pole position. Là, encore une fois, je distingue le trader particulier qui a sa stratégie bien à lui, le retail, et ce qu'on a aujourd'hui sur la place ou au niveau des institutionnels. Ceux qui sont en pole position, c'est ceux qui ont des stratégies quantitatives. Alors, j'entends, en fait, il y a plusieurs métiers qui sont autour du trading. Le trader est aussi aidé par ce qu'on appelle les quants. Alors, les quants, ça veut dire quantitative analyst. Un quantitative analyst, ça va être une personne qui va mettre en place des modèles mathématiques pour permettre aux traders de prendre des décisions. Donc, c'est des mathématiques de très haut niveau qui vont essayer de modéliser ce qu'on appelle la probabilité de l'incertain. Okay, c'est-à-dire que vous essayez pour donner un exemple, vous essayez de partir dans une position. La quasi-certitude, Féti. Parle-nous avec des mots qu'on connaît, nous. La quasi-certitude. Ils cherchent de se rapprocher de la quasi-certitude. Ils essayent, mais comme on évolue dans un environnement incertain et qu'on n'a pas, on essaye plus de prendre des données historiques, on va essayer de modéliser ce
ce qui est incertain. Donc c'est pour ça que je parle de probabilité de l'incertain. Féti, tu veux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît, qui est une phrase qui, à mes yeux, a une importance extrême. Ils ne prennent plus de données historiques. On fout en l'air le backtesting et l'optimisation automatique d'indicateurs. C'est ça? Alors, c'est ça. Alors, là, on recontextualise et je reprends votre question. C'est qui sont les personnes qui performent le plus? Donc, vous allez aller chez les institutionnels, il y en a qui vont encore faire du backtesting parce qu'ils sont obligés de... Sur des modèles d'indicateurs? Sur des modes. Ah oui, c'est autre chose. Ça, c'est dans le cadre effectivement de l'élaboration et l'évaluation de la stratégie qu'ils vont proposer à leurs clients ou à aux instituts. Je suis d'accord. Mais le modèle, s'il te plaît, le modèle, Féti, du backtesting avec un RSI, je ne vais pas parler de la stock parce que la stock c'est différent, mais d'un RSI, d'une moyenne mobile, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un SAR, enfin toutes ces conneries-là, MACD, bande de Bollinger et tout ça. Il est fini ou il n'est pas fini pour toi ce temps-là? Pour être très franc avec vous, je ne l'ai jamais vu être utilisé par les institutionnels. Voilà, merci. Et tu sais que je suis passé pour le pire des pires quand j'ai dit ça aux gens. J'ai dit ça vous fait rigoler en fait, c'est du storytelling. Bon, on ne fera pas l'émission que sur ça ce soir, mais c'est vachement important. C'est pour ça que je suis content que tu parles de tout ça. En salle de marché, on utilise des modèles mathématiques, on peut faire du backtesting uniquement pour valoriser en fait le modèle qu'on a mis en place, mais on n'utilisera jamais des indicateurs techniques charlatans et ainsi de suite. Alors, je distingue stochastique, Féti, dans l'histoire. Tu as compris pourquoi je le distingue, la stock? Parce que la stock, elle est utilisée quand même dans les salles de marché. Énormément. Il faut comprendre, pour donner un petit contexte de la stochastique, je ne sais pas quelle est la définition donnée sur les marchés. Moi, j'ai suivi un cursus en mathématiques, donc je vais vous donner un peu en essayant de vulgariser au possible, qu'est-ce qu'on considère comme la stochastique. C'est que au préalable, nous, ce qu'on essaie de déterminer en mathématiques, c'est qu'on a regardé une bactérie, sujet éprouvette, et la bactérie, son mouvement était aléatoire. À partir de ça, on a modélisé ce mouvement aléatoire. Ça paraît très abstrait pour les personnes qui vont nous écouter, mais ce qu'on essaie de comprendre, c'est en partant d'un mouvement aléatoire d'une bactérie comme référence, on peut se dire que les marchés, eux aussi, sont aléatoires. Donc, on va essayer de mettre en place un modèle mathématique pour essayer de donner un cadre à un mouvement qu'on ne connaît pas encore. Juste donner un cadre. C'est ce qu'on appelle la stochastique. Derrière, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un métier qui s'appelle les comptes. Quantitative. Les personnes, voilà, les quantitative analystes. C'est des personnes qui ont un niveau mathématique vraiment très élaboré. C'est des métiers d'avenir, ça fait depuis une dizaine d'années. Pour faire un parallèle, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, l'une des personnes qui a permis, de mettre le doigt dans l'engrenage par rapport à ça, c'était un compte. Donc c'est un compte qui a déterminé que certains contrats n'étaient pas évalués à leur juste valeur. Et lui, il a réévalué ça. Il travaillait pour une firme et la firme est devenue... a fait des gains monstrueux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour revenir à la question, lui, la stochastique, elle est utilisée. Lui, elle est utilisée à un certain niveau et à un certain degré quantitatif, c'est-à-dire un niveau mathématique très élevé par des ingénieurs qui sortent des meilleures écoles ou qui ont les meilleurs masters de mathématiques. Et ça, c'est véritablement utilisé par les institutionnels et les traders en salle de marché parce que là, concrètement, ça leur permet d'agir et de réagir sur les marchés. Donc, c'est quelque chose qui est réellement utilisé. Ça, c'est un des métiers qui, aujourd'hui, est le mieux payé. D'ailleurs, en trading, il faut dire ce qu'il est. Et on est toujours dans la recherche, en fait, de risk management, de money management. On est toujours dans la gestion du risque, en définitive. Moi, ça me fait, encore une fois, j'insiste, ça me fait super plaisir de t'entendre parler comme ça. J'ai tellement œuvré pour essayer de ramener tout le monde à la réalité et qu'on arrête de faire croire aux gens qu'on gagne de l'argent avec un chouchoucou ou ce que tu veux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais par contre, chacun est libre effectivement d'avoir la vérité en soi et d'arrêter de croire aux conneries qu'il raconte à droite et à gauche. En tout cas, pour revenir à nos moutons, le profil de la personne donc qui gagne pour toi, c'est quelqu'un qui fait appel à du quant, donc du quantitatif, et c'est quelqu'un qui utilise quel type d'algorithme pour toi?
Alors, qu'est-ce que vous entendez par type d'algorithme? Est-ce que c'est un algorithme qui va plutôt prendre du fondamental, du systématique? Est-ce qu'on va s'intéresser à la géopolitique, à la macroéconomie, ou on va être simplement binaire en disant voilà, on va essayer d'aller choper les modèles mathématiques des autres algos pour les contrer? Parce que je ne veux pas monopoliser non plus le débat, mais il est clair qu'un modèle mathématique ne fonctionne que si véritablement il est optimisé en fonction, on l'a dit tout à l'heure, de la masse financière qui est injectée sur le marché, de ce qu'on appelle la contrepartie. Ça ne sert à rien d'être toute seule et d'envoyer des centaines de milliers de lots alors qu'il n'y aura jamais de contrepartie. Il ne faut pas oublier que pour gagner, il faut effectivement avoir un acheteur quand tu es vendeur et avoir un vendeur quand tu es acheteur, Féti. On ne peut pas faire les choses uniquement en disant « Ah bah tiens, ça marche, on y va ». Non, il faut tenir compte de tout. Exactement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est comment, je vais répondre à la question concernant l'algorithme le plus performant, parce que encore une fois, tu sais, question de contexte, on ne peut pas donner une réponse par rapport à un contexte particulier. Non, Où moi, par exemple, pour ton opinion à toi, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui, pour toi, parce que toi, tu vois plein de choses, c'est vrai que si tu t'amuses à rentrer dans le détail, tu vas me dire, Luc, pour le client X, c'est celui-là, pour le client Y, c'est celui-là. Mais pour un retail, par exemple, pour un retail, qu'est-ce que ça serait que le meilleur algorithme pour toi, en fait? Alors, pour répondre à cette question, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple concret, c'est du réel et c'est du vécu. Moi, j'interviens sur le marché de l'énergie. Donc, on va dire le modèle algorithmique qui peut être utilisé va être complètement différent du retail. Parce que je ne sais pas si vous êtes censé savoir ça, mais dans l'énergie, vous avez des thématiques et des problématiques concernant la météo, oui, certains hubs, etc. Donc ça, c'est autant de variables que vous devez prendre en considération dans votre modèle mathématique et donc dans votre algorithme. Mais maintenant, on va être très terre à terre et on va aller du côté de Hong Kong où là, il y a un hedge fund, il y a 5 années de cela, qui a parié sur Walmart. Alors, comment ils ont fait? Eux, ils sont partis, ils ont vraiment été très, très, très terre à terre et c'est pour ça que c'est un exemple qui crée en vérité. Ils ont simplement été sur une bibliothèque d'images satellites et ils ont regardé le nombre de places occupées sur les Walmart sur une période de 6 mois. C'est énorme, bravo, c'est énorme. Voilà, exactement. Donc, quand on parle d'algorithme, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été comptés un par un, les places de parking, vous imaginez bien. Ils ont mis en place un algo qui, lui, s'est occupé de regarder le nombre de places occupées dans l'ensemble les rotations, des parkings. Bien sûr, ouais. Voilà. Cet algo a déterminé un panier moyen par voiture, ok. Et à partir de cela, ils ont pu déterminer un chiffre d'affaires prévisionnel qui allait être annoncé lors de l'Assemblée générale de fin d'année auprès des investisseurs de Walmart. En faisant cela, tout simplement, ils ont eu une information que peu de personnes avaient avant et ils savaient effectivement si le prix de l'action allait monter ou descendre, très, très simplement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois qu'ils ont déterminé sur la période de 6 mois le panier moyen et donc ce chiffre prévisionnel, ils ont acheté en masse du titre Walmart, mais non pas sur une période, mais petit à petit, pour pas non plus donner trop un visible. signal trop fort au marché. Bah oui, évidemment. S'ils sont trop visibles, c'est cramé, évidemment. Exactement. Ce hedge fund-là, grâce à cet algorithme très simple, il a explosé. Voilà, il a explosé. Et pour vous donner une ordre de prix, parce que je sais que les prix et les salaires, c'est parfois tabou, mais je ne sais pas pourquoi, il faut quand même les évoquer ça, à un moment donné. C'est judéo-chrétien, ne casse pas la tête. On n'est pas à Londres, là, voilà. On est à Barcelone et à Paris. Voilà, il faut comprendre qu'un trader, sur certaines places de marché, lorsqu'on va vous dire, voilà, vous pouvez gagner après 5 ans ou entre 5 et 10 ans d'expérience, vous pouvez gagner entre 150 et 200 K. Certains vont dire que c'est très bien, parce qu'en plus, quand vous êtes en manque d'investissement, vous avez des bonus. Ils vont dire que c'est très très bien. Ce hedge fund-là, pour ces traders algorithmiques, travaille en Python. Là, je vais vous citer un exemple très concret. Il payait ce trader 15 000 $ par mois. 15 000 $ par mois sans les bonus. C'est pas un gros salaire, hein. C'est pas un gros salaire. 15 000 $, il faut savoir que d'abord aux États-Unis, les salaires sont beaucoup plus élevés que sur le sol européen. Mais pour un trader, 15 000, c'est ce que tu viens de dire, c'est hors bonus, hein. C'est clair que c'est la base.
Ah, c'est hors bonus. Oui, c'est hors bonus. Mais là, c'était à Hong Kong. Donc, ça veut dire que eux aussi, ce qu'on leur demande, c'est d'aller performer dans leur algo, parce qu'ils savent que leur salaire, d'une certaine manière, dépend de leur bonus, dépend de la performance de leur algorithme. Donc là, on est vraiment dans une autre approche. On est vraiment dans la recherche de la performance continue. Et la personne là qui a été très terre à terre en allant regarder les places de parking de chez Walmart, là, il a performé. Donc, quand on vous parle d'algorithme, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître abstrait, mais c'est des choses en réalité que vous faites dans la vie de tous les jours, au niveau que vous pouvez avoir, que vous allez simplement modéliser au niveau informatique. C'est exactement ça. Moi, ça me fait beaucoup plaisir tout ce que tu dis parce que c'est très cartésien, très concret, très pratique. Ce sont des choses qu'on utilise dans l'algorithme de Genius. Tu sais que Genius, c'est pas simplement une plateforme de trading. Genius, c'est d'abord un algorithme d'intelligence artificielle qui fait beaucoup de machines et de deep learning de façon à pouvoir optimiser ses paramètres. On a des paramètres qu'on cache plus. Nous, on a des paramètres qu'on cache plus. On utilise par exemple un outil, un average, que j'appelle un average, qui est quasiment jamais utilisé quand tu écoutes les soi-disant milliardaires, billionnaires du web. C'est le drawdown average. C'est tout con de savoir effectivement à quel moment précis le marché va respirer et de combien il va respirer avant de prendre ton side. Et ça, c'est des trucs qui marchent très bien et qu'on arrive à expliquer au retail ou même aux institutionnels et qui marchent très très fort. On fait beaucoup, Fethi, comme ça tu nous connaîtras peut-être un peu mieux, puis j'espère que tu vas t'intéresser à ce qu'on fait aussi parce que ton savoir est très important. Tu pourras presque optimiser aussi Genius, tout est possible. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à la logique qui relie le fondamental à l'économie. C'est-à-dire que des trucs très basiques. Tu prends des gens qui sont actuellement dans le chat comme Claude Alain. Claude Alain nous parle régulièrement des laboratoires, mais pas n'importe comment, tu vois. Il a suffi qu'on parle de la troisième dose effectivement de vaccin obligatoire. Bon, tu as Pfizer qui a explosé, Johnson & Johnson qui a explosé, et ainsi de suite. Ce sont des relations de cause à effet qui sont très faciles. Par contre, Fethi, là je voudrais avoir ton avis, ce qui n'est pas évident, et ce qui, à mon sens, je peux me tromper, mais je voudrais vraiment savoir ce que toi tu en penses. Ce qui est très évident, c'est ces relations-là. Quand tu as compris la logique, tu suis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont réalisé des chiffres un nombre à 2 chiffres sur leur capital. Mais ce qui n'est pas évident, Fethi, à mes yeux, c'est de pouvoir temporiser, timer. Pour moi, la notion de temps, c'est la plus compliquée. Dans combien de temps ? Pour combien de temps? C'est ce qu'on appelle le moment et le délai. Et pour moi, cette notion à matérialiser ou modéliser dans un algorithme, elle est très compliquée. Effectivement, elle est très compliquée. C'est pour ça que là, d'une certaine manière, il faut comprendre aussi que les inputs, c'est-à-dire que les informations que vous allez établir dans votre algorithme ou dans un modèle mathématique ou autre, à un moment donné, c'est comment vous appréciez le marché. Et la temporalité et le timing que vous pouvez avoir, c'est aussi comment vous allez apprécier certains événements ou certains rendez-vous économiques importants qui vont vous permettre après vous d'essayer de performer avec votre algorithme ou votre modèle ou simplement l'ordre que vous allez passer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une partie informatique, quantitative qui est là pour vous aider. Qui est là pour aussi vous permettre de performer. Scorer et performer. Mais on revient tout le temps à l'humain, c'est quelle direction lui il souhaite lui donner. Donc je reviens à... Fethi, je te coupe. Excuse-moi, je te coupe parce que je voudrais le faire vivre en live. L'algo vient de nous rentrer une opération sur le dos. Vous avez dû l'avoir passée. Elle est partie à partir de 398. Elle a été chercher 388, 100% target. Fethi, c'est, je vais te dire exactement le montant. Je crois que c'est 300 balles de réaliser à l'instant, en live. Je ne sais pas si tu vois à l'écran, il y a en haut, tu as une win bar. Notre win bar, en fait, c'est notre capital de 10 000 € qui monte et qui descend en fonction des performances qu'on réalise. Et bien ça, tu vois, on vient de passer à 67 opérations et on vient de réaliser en live, je vais te dire très vite, hop, on va dans stratégie puisque tout est historisé, notre track record est visible par absolument tout le monde. Je vais regarder rapidement. Sur le dos, voilà, il y a eu 4... Voilà, il y a eu 4 points qui ont été faits en full automatique. 4 petits ticks en full automatique. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire que ça fonctionne et qu'il y a d'excellents résultats. Ça marche très, très bien.
Je regarde ce que fait le dos en même temps et continue à descendre. Féti, pour continuer cette émission, pour revenir un petit peu à ton métier, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de place à pourvoir dans ce métier-là ou véritablement, quand on commence à s'orienter vers ce métier, est-ce qu'on n'est pas en train de travailler dans un principe où on va se retrouver en concurrence face à une élite et on risque d'être éjecté? Beaucoup d'appelés, peu d'élus en fait. Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading et le métier des trading en tant que tel, c'est assez compliqué d'entrer initialement si vous n'avez pas le bagage technique que je vous ai cité tout au long de cette émission. Mais une fois que vous avez mis le pied dedans, on considère que vous connaissez les systèmes utilisés, les logiciels utilisés, et donc vous pouvez évoluer sur différents projets qui regardent autant le front office jusqu'au back office. Donc, il y a des opportunités, il y en a beaucoup, parce que, comme je vous ai dit, les technologies sont évolutives, sont changeantes, donc on aura toujours besoin de personnes qui ont un regard transverse sur ce qui peut être réalisé ou sur les opportunités qui peuvent s'apporter. Mais de plus en plus, et je pense que Luc, vous pourrez confirmer cela, mais on a vu à travers les années qu'un trader, il y a 20 ans, vous pouvez rentrer avec une licence en finance. Aujourd'hui, vous avez des traders qui sortent de Polytechnique X, qui est la meilleure école d'ingénieurs de France. Donc, il y a eu une inflation, faut comprendre qu'il y a eu une inflation des diplômes ces dernières années. Ils n'acceptent plus n'importe qui, entre guillemets. Ça, c'est un peu l'effet fétiche, c'est un peu l'effet Kerviel, ça. Ouais. Bah oui, parce que Kerviel, à la base, n'était pas du tout trader, il était plutôt tech et il s'occupait de la maintenance informatique. Ils l'ont mis sur un desk et il a fait un peu de sous, ils y ont cru, ils se sont fait attraper plusieurs milliards. Ils ont raison d'être sélectifs quand même parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Alors cet effet de sélection dont tu nous parles, est-ce que c'est pas la surenchère des écoles justement? Quelles sont d'après toi, tu nous as cité Polytechnique en France, quelles sont les meilleures écoles pour pouvoir arriver à faire le métier que tu fais toi? Est-ce que c'est en France, à l'étranger? Parce que c'est vrai que c'est très anglo-saxon ce genre de métier. Alors, très concrètement, la majorité des personnes qui font mon métier sortent d'écoles d'ingénieurs, qui peuvent dans le top 10 ou dans le top 20, mais qui ont une double compétence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne sors pas d'école d'ingénieur, mais j'ai dû passer dans mon parcours par un master en mathématiques fait dans une école d'ingénieur et finir via une école pour faire ce qu'on appelle un master en ingénierie financière. Donc, à un moment donné, les profils se ressemblent plus ou moins, mais il y a une double compétence. Il faut d'esprit et être pluraliste, en fait. Exactement. Et la double compétence aujourd'hui qui est recherchée, il ne faut pas se le cacher. Si vous avez ça, c'est bingo, c'est mathématiques, informatique. Vous avez ça, c'est parfait. Donc, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, vous pouvez regarder ça, c'est très simple. Vous regardez sur LinkedIn, par exemple. Vous allez voir des ingénieurs qui sortent d'écoles, par exemple Pont et Chaussée, qui à la base est une école d'ingénieurs, comme son nom l'indique, pour permettre de calculer les matériaux nécessaires pour construire des ponts. Oui, c'est plus ça, c'est plus de l'environnemental que j'allais dire de la finance. Voilà, mais comme ils font énormément de mathématiques, donc ils ont l'aspect quantitatif, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? À la fin de leur cycle, à 22, 23 ans, lorsqu'elles sont diplômées de cette école, elles vont aller faire un master spécialisé en finance de marché. Et ces personnes-là vont être recrutées par les meilleures banques, les meilleurs hedge funds, etc. Parce que c'est ces profils qu'ils vont chercher. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres sont automatiquement disqualifiés? Non. Mais on va vous prendre en entretien et on va vous poser exactement les mêmes questions à ces personnes-là. Si vous savez répondre, on vous prendra. Mais si vous hésitez sur une, sachez que derrière, comme il y en a 100 qui attendent. Là, il y a une nouvelle fournée tous les ans. Donc, il faut être bien préparé.
Il faut prendre ça de bonne heure, il faut être jeune, très jeune, pour entrer avec ses qualifications auprès d'un institutionnel, ou quelqu'un qui a déjà 40, 45 ans, 50 ans, peut tout d'un coup intervenir auprès d'un instit. Je pense par exemple, tu sais, aux prop traders. Est-ce qu'il existe des prop traders justement dans ce métier? Est-ce qu'il y a des indépendants qui peuvent louer leurs services et avoir la qualification que tu as en fait? Les prop traders, j'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui des personnes qui sont à leur compte et qui louent leurs services aux institutionnels. Ça, je l'ai jamais vu. Parce que les institutionnels, ce qu'ils veulent, c'est maîtriser le risque. Il y a toute une partie compliance, c'est-à-dire une partie juridique et de régulation qui veut tout simplement avoir les services de ces traders, mais en tant que salariés. Donc, et ces traders-là, les prop traders, là, il ne faut pas se le cacher, c'est des personnes qui ont une certaine seniorité, plus de 10 ans, parce que on leur dit tout simplement, voilà, une expérience incroyable, ce qu'on leur dit tout simplement, c'est on vous donne l'argent et allez spéculer. Faites tout du score. Donc, voilà. Donc, ils sont très fortement exposés. Ils exposent l'entité pour laquelle ils travaillent. Donc ça, c'est des personnes qui, en fait, par définition du métier, auront une certaine expérience, donc on commence jeune. Une personne qui aujourd'hui qui a 40 ans, qui n'a aucune expérience sur les marchés, pour intervenir vraiment en front office, je ne dis pas que c'est impossible, rien n'est impossible, mais c'est compliqué. Il faut rentrer stagiaire, il faut être observateur, stagiaire. Effectivement, des gens qui sont très qualifiés auront beaucoup plus accès aux salles que des jeunes qui sortent de l'école, à moins qu'ils soient surdiplômés, comme tu le disais tout à l'heure. Exactement, c'est exactement ça. Ben on a l'explication par rapport à ça. Aujourd'hui, on l'a bien compris, tout change, les modèles économiques changent, les modèles financiers changent. J'ai envie de te poser une autre question. Toi, pour toi, justement, dans ton idée, quand moi j'ai commencé, j'ai 50 ans. Je vais avoir 51 ans à la fin de l'année, j'ai 50 ans. Donc je connais le trading maintenant depuis très longtemps. J'ai passé une licence auprès d'un grand groupe bancaire et d'assurance il y a 30 ans, plus de 30 ans. Et à l'époque, quand on parlait, Fethi, de 1 milliard, tout le monde se mettait par terre, se couchait, se roulait par terre. Aujourd'hui, on parle de milliards, de milliards, de milliards et encore de milliards. Est-ce que le trading, véritablement, à tes yeux, peut évoluer alors que tu sais qu'un market maker d'hier ne l'est plus d'aujourd'hui et que quelqu'un, par exemple, qui est détenteur de plusieurs milliers de milliards, s'assurera que son titre ne descende jamais et pourra manipuler les marchés comme jamais. La question, elle est simple, c'est est-ce que vraiment les règles sont les mêmes ou alors est-ce que tout a changé et justement, il faut revoir le logiciel de façon à tenir compte que les market makers disposent de plus en plus de capitaux et pour être sincère, la plupart du temps, ce n'est pas des liquidités, c'est simplement des chiffres et des lignes de crédit sur les comptes. Est-ce que tout n'a pas changé là depuis 3-4 ans pour toi, Fethi ? C'est une question assez complexe. Je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous regardez après la crise des subprimes, là je vais parler de l'environnement français. La crise des subprimes, en fait, elle a eu un effet retentissant parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements au niveau réglementaire. Donc derrière, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une flopée de réglementations nouvelles qui est intervenue, et d'autant plus dans l'environnement français, on a eu le cas Kerviel. Donc on a eu après, par la suite, la nécessité d'essayer de mettre en place différents freins, réguler, légiférer autrement. Réguler, exactement. Et différents freins si un des acteurs, un des opérateurs essayait de sortir de la route qu'on lui avait établie. Maintenant, ça c'est ce que vous avez en façade, okay, et c'est ce que nous on voit. Mais quand vous avez des traders, ça c'est surtout vrai en banque, vous allez très rarement le voir avec des industriels, c'est vraiment vrai en banque. Lorsque vous avez des ordres de grandeur qui tendent vers l'infini, à un moment donné, on peut se poser de la question que s'il y a un move qui est fait, s'il y a une position qui est prise par une banque A, qui est suivie par une banque C, est-ce que c'est pas pour nuire à la banque B?
Vous voyez ce que je veux dire? C'est Donc, des coalitions, et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps avec justement ce hedge fund aussi à New York qui a été obligé de liquider ses positions pour faire un appel de marge. C'est ma question, Fétis, c'est exactement ça. Tu es à la tête de Amazon. Amazon, effectivement, cote, et on n'avait jamais vu ça de notre vie, 3 525 $. Qui achète Amazon? C'est pas M. Durand et Mme Martin. C'est bien effectivement des institutionnels ou même Amazon lui-même qui de toute façon luttera contre des shorteurs. Au moment où tu veux sortir, Amazon fera tout ce qu'il faut de façon à tenir son titre en l'air. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que les marchés descendent, Féti, avec... Il y a tellement d'argent maintenant engagé sur les actifs. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Amazon se retrouve à 500? bon, j'ai une expression que tout le monde connaît, mais too big to fail. C'est trop compliqué aujourd'hui, un titre comme Amazon, de le refaire descendre à 500 $ ou un titre qui a pris. Est-ce que dans l'histoire, et là c'est une question que je vous retourne, est-ce que dans l'histoire on a déjà vu un titre qui a pris après une crise sans précédent et redescendre? Non, parce qu'on a des liquidités qui sont injectées, qui vont perdurer, et après l'injection de liquidités, qu'est-ce qu'on a? Une inflation, donc les prix vont continuer à augmenter. Donc non, je pense que ça va, là avec toute l'humilité que je peux avoir au niveau économique, je pense que les prix vont tendre à augmenter, qui vont servir les personnes qui ont aujourd'hui de l'épargne et de la trésorerie. Donc, si vous voulez suivre, il faut avoir du cash, quoi, tout simplement. C'est assez énorme. Alors, c'est vrai qu'on peut acheter de l'option Amazon. On peut aussi le splitter, le compartimenter. Et c'est plutôt sympa. Avec ce que tu viens de nous dire, moi qui suis un acheteur né, j'ai de base, de toute façon, je suis dans le modèle américain. Tu sais que les Américains, ils achètent. Ils vendent pas. Ils achètent, les Américains. Celui qui me dit que les marchés américains, les mecs vendent, c'est pas vrai. Les marchés américains, les mecs achètent. Ils ne vendent pas. Il y a très peu. Ils sont quasiment tout le temps long, ça c'est évident, et c'est American Great Again, c'est comme ça aussi. Quand tu es dans cette logique-là, quand tu es dans la logique comme ça, est-ce que pour toi, la nuance entre les marchés européens du matin, pour nous en tout cas qu'on traite, et la nuance avec les marchés américains de l'après-midi est très prononcée? Je m'explique. Pourquoi il y a eu un tel engouement sur les produits américains qui ont explosé les high scores, et pourquoi le CAC 40 n'arrive pas à atteindre son 7000? Alors, ce n'est pas une question facile, mais c'est juste pour connaître ton sentiment en fin d'émission. Pourquoi le CAC, lui, n'arrive pas à franchir la barre des 7000? Est-ce que les Français sont mauvais, très sincèrement? Non. Alors, c'est faut comprendre, c'est encore une fois une histoire de contexte. On a un contexte économique américain et français différent, donc on a aussi des traders, même retail, qui ont des objectifs différents. Quand vous avez une personne qui est en difficulté économique, qui reçoit une aide de 1 000 $ ici en France, ça va lui permettre de faire un stock d'un mois pour des vivres de biens communs. Aux États-Unis, ce qu'ils ont remarqué, ils ont reçu une aide de jusqu'à 2 500 $ par foyer. Le lendemain, tout a explosé. Les titres avaient explosé. C'est-à-dire que même les traders retail, les Américains ont dans leur ADN la recherche de la performance économique, même avec les aides qu'on peut leur donner. Ils vont investir sur les penny stocks, ce qu'en France, nous, on ne fait pas. Et ils vont investir les autres qui sont, en tout cas, qu'on fait beaucoup moins. Et ils vont investir sur des titres qui vont être hypés, c'est-à-dire sur lequel il va y avoir une grande publicité ou un marketing énorme, de telle sorte qu'on a vu des titres comme GameStop, qui s'appelle GME, le ticker c'est GME, où on a eu plusieurs traders retail qui ont tenu tête à des shorters. Il y avait des algos ou c'est vraiment l'histoire des soi-disant? Parce que GameStop, Robinhood, Reddit, c'est quand même une belle histoire, ce qu'on appelle encore une fois une story selling. On nous l'a vendu, en définitive, celui qui a lancé, l'influenceur qui a lancé effectivement la news, qu'il fallait lutter contre les shorters qui allaient détruire le site GameStop. En définitive, il s'en est mis plein les fouilles. Il est millionnaire, le mec, multimillionnaire avec cette histoire. Est-ce que c'est réel ou est-ce qu'il y avait des algos derrière? Il a joué simplement le rôle de l'entremetteur, a utilisé son profil d'influenceur, et il n'a pas emmené tout le monde vers effectivement l'achat de GameStop, ce qui a permis aux gens qui étaient investis sur GameStop et qui voyaient le titre baisser de se refaire. C'est quoi ton opinion à ça? C'est une vraie histoire parce qu'il y a du social, il y a du sentimental, il y a de l'eau de rose là-dedans. Mais est-ce que c'est pas prendre les gens pour des cons, Féti?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, le trading en tant que tel, c'est devenu un terme galvaudé, ça veut tout dire, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que lorsque vous avez une personne qui est sur un forum et qui est assez influent, on peut permettre à la troupe qui le suit d'aller investir même toute leur épargne. Et manipuler, et manipuler les consciences, manipuler les cours, manipuler. Et c'est là où on se dit, ouais, il y a l'algo, Fethi. L'algo est là. Mais est-ce qu'un influenceur, ma question va pas être stupide, mais est-ce que l'influenceur n'est pas plus fort que l'algo quelque part? Si, bien sûr, parce que l'algo, si tu n'as pas déterminé comme variable qu'une seule personne peut en influencer plus d'un millier, il va jamais réussir à surperformer un mouvement de masse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et j'aimerais qu'on retienne ça aussi, c'est que le trading institutionnel, comment il est réalisé avec une prise de risque minimale ou une prise de risque certaine avec des prop traders qui ont une seniorité telle qui ressentent le marché, mais qui ont aussi une technique et aidés par des équipes où on est 50 derrière à maintenir les systèmes, où on va coder, où on a des développeurs qui sortent des meilleures écoles d'ingé, et le trader, lui qui est derrière, qui regarde sur un forum et qui va acheter un titre précis, il faut comprendre une chose, il y a des gagnants, mais il y a aussi beaucoup de perdants. Ah, il en faut, hein. Il y a plus de perdants que de gagnants. Hein. Exactement. Et donc, quand un influenceur, on va prendre GameStop, parce que c'est le seul cas que je connais, moi, aussi énorme, il faut acheter, bien sûr. Beaucoup vont en acheter. Mais quand on va voir que le titre va passer de 60, 80, 100, 120, décorrélé de ses fondamentaux, et que lorsque vous allez acheter à 120, que le titre va se cracher, il faut comprendre que le conseil que vous avez suivi et l'influence que la personne a eue sur vous, ça lui a permis de prendre les 60 de delta, voilà, tout simplement. De faire des sous. Nous, on a réglé le problème, Fethi, parce que vis-à-vis des forums et tout ça, on a maintenant chez nous un widget dans Genius qui s'appelle Market Opinion. Et donc, le Market Opinion, c'est le sentiment, effectivement, des traders qui travaillent avec Genius, mais aussi les sentiments de ceux qui sont dans les forums, justement, puisqu'il existe des thermomètres, des API qui permettent effectivement d'aller chercher de l'information sur quel est le thème qui est le plus, dans lequel on en parle le plus, de quelle manière on en parle et ainsi de suite. Donc ça me fait encore une fois très plaisir parce qu'on voit bien que Genius tend à tout cerner. On a compris dans tout ce que tu nous as expliqué que le métier était d'abord très valorisant, c'était un métier qui était extrêmement bien payé, c'est un métier qui permet d'évoluer dans le trading et dans les mathématiques. On a parlé tout à l'heure de Polytechnique, il existe aussi des écoles anglo-saxonnes et des écoles américaines qui permettent de sortir avec vraiment de gros bagages et de se présenter auprès d'institutionnels. Fethi, avant de finir, quels sont les institutionnels qui recrutent? Quels sont ceux qui recrutent justement ton profil? Les banques d'investissement. Les banques d'investissement, donc sans leur faire de publicité, tous les noms que vous connaissez, les banques d'investissement sur les places financières. Donc en France, ça va être à Paris. Les banques d'investissement, vous allez avoir à la City, que ce soit en Allemagne. Maintenant, pour les autres acteurs de marché, pour les industriels, vous allez avoir les industriels d'énergie. Les fournisseurs. Donc les fournisseurs, mais aussi des industriels qui ont besoin de se fournir en énergie directement sur les marchés parce qu'ils sont très énergivores. Donc vous allez les retrouver pareil à Paris, à Genève, dans les pays scandinaves qui sont très attraits sur le marché de l'énergie, mais aussi d'autres entreprises qui sont connues par les personnes spécialisées, comme les matières premières agricoles. Et là, vous allez avoir des très grandes entreprises. Le blé, le soja, le cacao, le café. Voilà. Donc, ces personnes-là vont rechercher ce type de profil. Et moi, ce que aussi je veux qu'on comprenne, c'est que il faut pas se mettre des barrières et se dire, voilà, j'ai pas fait de mathématiques, ou je suis pas très bon en mathématiques, ou j'ai pas fait la grande école d'ingénieur qu'il fallait. Il y en a, ils n'ont pas les moyens de se payer des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce très réputées, parce qu'ils coûtent de plus en plus cher. C'est pas parce que vous n'avez pas suivi ce cursus très classique que vous allez revoir sur LinkedIn avec tous les profils qui se ressemblent, que vous n'allez pas pouvoir intervenir et faire parler vos compétences. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard d'une part, mais il faut comprendre une chose, il faut être très préparé, parce que il y a une vraie demande et vous allez avoir des entretiens, mais vous n'avez pas le droit de vous louper.
C'est tout simplement ça. Donc, C'est vous quoi pouvez aller concurrencer les meilleures écoles, mais vous n'avez pas le droit de vous louper. C'est quoi la question la plus compliquée qu'on t'ait posée à toi quand tu as été recruté? Voilà, je vais vous la poser pour ceux qui ont la réponse. Ils y répondront par chat. Donc, c'était pour une banque d'investissement très connue. C'était à mes débuts et donc j'ai réussi à avoir l'entretien. C'était très mal parti au début, mais on a réussi à l'avoir. J'arrive dans une tour vitrée à la Défense. La personne s'assoit devant moi. Déjà, vous avez tout un contexte où on essaie de vous mettre en stress. Donc, la personne parle fort, elle parle vite, parce qu'elle veut voir comment vous allez réagir dans un environnement sous stress, c'est-à-dire dans les salles de marché. Et là, elle fait des jeux c'est ce qu'on appelle c'est des brain teasers, ou c'est des jeux où on va demander à faire appel à votre logique. Et elle a posé plusieurs questions, donc sur la théorie financière d'une part. Ensuite, des questions très classiques en informatique, parce qu'après ça, on va vous le tester avec on appelle ça des coding games. Et enfin, des questions logiques. Alors, cette question, quelle était-elle? C'était sur un nénuphar. Alors, on m'a dit, un nénuphar qui est dans un lac, qui double de taille tous les jours, au 30e jour, il recouvre l'ensemble du lac. Quelle est la taille du lac? Non, à quel jour le nénuphar il a fait la moitié. La moitié du lac, exactement. Ça, c'est des questions que vous avez pour de très grandes banques. Je préfère être transparent avec vous. Ces questions-là, elles ont été utilisées par énormément d'employeurs, même Google et Facebook. Ouais. Voilà, et Google a arrêté ça parce que c'était pas pertinent quant au dévouement et à la compétence des acteurs par la suite. Mais les banques d'investissement font encore cela. Et après, il y avait aussi des questions sur quelque chose qui est très connu pour les personnes qui ont fait des études en finance, c'est les Grecs. Mais ça, je vous laisserai regarder sur Internet ce que ça va. Exactement. C'est l'option. Ça vaut sur Internet. Tous les marchés d'options. Exactement. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Fethi. Merci à vous. On fait la semaine prochaine, en fait, une émission sur les cryptos, tu le sais. Tu as un avis très tranché sur les cryptos qui me plaît énormément. Alors, on ne va pas tout dire maintenant. Et j'aimerais effectivement t'inviter à cette émission. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui ont répondu présent pour participer à cette émission que j'ai appelée très simplement Crypto Trading Impossible. Alors, tu as un avis tranché, donc ça me plaît. Écoute, tu es le bienvenu. Je t'inviterai effectivement mardi prochain à 20h dans The Let Luc Money Show, spécial crypto, et tu seras effectivement parmi nos invités. Merci beaucoup en tout cas de ta franchise. Ton discours a été excellent. On finira là-dessus parce que ça fait 1 heure maintenant qu'on a démarré. On finira juste là-dessus. Peux-tu, s'il te plaît, me donner, comme à ceux qui nous regardent, ta définition de l'intelligence artificielle? C'est quoi l'intelligence artificielle avec une définition qui soit très simple à comprendre par le commun des mortels? Ouh là là là. Alors, ça va être. Alors, on va essayer de faire mieux. L'intelligence artificielle, comment je pourrais la définir? Une intelligence qui est déterminée et structurée par les données que vous allez lui donner à digérer, tout simplement. Eh bien, écoute, c'est ta définition, c'est très bien. Tu veux que je te donne la mienne? Oui, je t'en prie. L'intelligence artificielle, c'est pas compliqué. Dans l'étymologie du mot, tu as intelligence. L'intelligence, c'est effectivement ce que tu viens de dire, c'est parfait. C'est rentrer dans un cerveau qui soit robotisé ou automatisé des datas. Ça, c'est la première chose. Artificielle, c'est pas un cerveau humain. Mais par contre, on va tout faire de façon à ce que la réflexion de cette intelligence artificielle donne au moins les résultats d'un humain. Et comme c'est une intelligence artificielle, on va chercher à surperformer l'humain. C'est-à-dire faire tellement de calculs qu'on dépassera la capacité humaine. Et ça doit vous rappeler, si vous êtes de ma génération, Deep Blue avec IBM, les calculateurs de jeux d'échecs, où on essayait effectivement de battre la machine jusqu'au moment où les machines se sont battues entre elles. Ça te parle, ça, ou pas? Oui, exactement. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour parler d'intelligence artificielle, et c'est un sujet aussi passionnant, c'est qu'on avait des ordinateurs surpuissants à travers ces années. Maintenant, on a des ordinateurs quantiques qui permettent de faire des vitesses de calcul absolument incroyables. Et on passe au-delà de ça. Donc, il va falloir... il y a un remplacement, même maintenant sur les marchés financiers,
de Du certains parc. métiers parce que Ouais, voilà, même du parc. parce que voilà. Donc c'est quelque chose qui dans les années, et c'est encore un sujet, il va falloir approfondir, et pour certaines personnes qui ont vocation à travailler dans l'informatique, l'intelligence artificielle spécialisée dans un domaine, il ne faut pas hésiter à essayer de l'apprendre et de la côtoyer au quotidien. Faut pas mélanger intelligence artificielle, deep learning, machine learning, on en est loin encore. Hein. Le principe, ça n'a rien à voir. le principe en fait de l'intelligence artificielle qui apprend toute seule sur un ensemble de données, c'est-à-dire que dans les films de science-fiction, on les voit, où la machine apprend à travers des livres, à travers ce que tu veux, on n'en est pas là. Hein. Je sais qu'Amazon, je sais que Apple essaye effectivement de faire ça, Microsoft essaye de faire ça, on n'est pas encore rendu à ça, d'après ce qu'on sait. Après, des ordinateurs qui apprennent à d'autres ordinateurs, ils essayent, on verra bien. Sauf que là, dernièrement, on finira sur cette note-là, que je penserais une humoristique, ils ont montré un reportage dans lequel il y a un robot qui a dit « je suis né pour tuer des humains ». Vous voyez qu'on tourne vraiment dans le grotesque et le burlesque et l'ubuesque même quand on parle d'intelligence artificielle. En tout cas, merci beaucoup Féti. Ton métier à toi, il est très concret. J'aime énormément ta logique parce qu'elle se rapproche énormément de la mienne. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais que tu es très cartésien. Et quand on est effectivement tous les jours au contact de gens qui négocient les marchés, véritablement, c'est là où on peut apporter la meilleure réponse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Féti, je t'enverrai tout ce qu'il faut. On sera en live sur YouTube cette fois-ci, puisqu'on voudrait effectivement que tout le monde réagisse à ce qu'on va évoquer, c'est-à-dire crypto trading impossible. C'est pas moi qui le dis, c'est le système Genius. On l'a étudié sur un an et le constat est clair. Merci à toi, Féti. Passe une excellente soirée. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Une bonne soirée à vous tous. Merci en tout cas à vous de nous avoir regardé ce soir. Si vous avez des questions pour Féti, vous pouvez véritablement envoyer dans le chat, bien sûr, vos questions. On lui remontera toutes ses actualités. Et Féti fait partie, bien sûr, des gens qu'on aime à recevoir, en tout cas, dans Genius TV. C'était une émission privée. Je vous retrouve demain matin, 8h30, pour Hello Trader. Take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye, au revoir tout le monde.